Bonjour à toutes et à tous. Donc je présenterai CyberEdu à la fin de mon intervention. Mon intervention, on a prévu 1 heure en tout et on va laisser une large plage pour les questions-réponses. L'intervention tourne autour des dangers du cyberespace. Nous allons citer d'abord quelques chiffres pour vous montrer que tout ce que je dis, c'est très sérieux. Votre emploi est en cause. Votre entreprise peut disparaître à cause d'un bête petit clic. On verra ça. Donc nous allons commencer par donner quelques chiffres et puis nous allons définir ce qu'est réellement le cyberespace. Ceux qui pensent que c'est un nuage, pas du tout. C'est loin d'être ça, d'être que ça. Ensuite, nous allons analyser 3 ou 4 attaques sur les 40 que je fais normalement dans mon cours pour laisser la place aux questions-réponses. Quelques conseils et je vous présente CyberEdu. Donc, quelques chiffres d'abord. Vous prenez un PC sous Windows, mais c'est pareil avec un Mac ou un smartphone. Vous le mettez sans outils suffisants pour le sécuriser sur l'Internet. À votre avis, au bout de combien de temps il prend son premier virus? Eh bien, en 2003, c'était 40 minutes. Vous aviez déjà le temps d'installer Office 2000. En 2004, ce n'était plus que de 20 minutes. On vous dit, mais en 2018, on peut tout craindre. Oui, on peut tout craindre. 3 minutes et vous avez le premier virus. Madame, est-ce que vous avez un virus sur votre PC? La réponse est non, vous en avez plusieurs. C'est pareil sur vos Mac, c'est pareil sur vos smartphones et sur vos tablettes. Il y a environ 100 000 nouvelles souches de virus injectées sur l'Internet chaque jour. Impossible de passer à travers. Vous vivez dangereusement avec vos virus, c'est comme ça. Et il faut prendre ces précautions, évidemment, pour diminuer le risque, sachant que, comme on dit de manière classique en cybersécurité, le risque zéro n'existera jamais. On vit dangereusement, c'est comme ça qu'on vit. Il faut prendre ces précautions et d'abord être au courant des problèmes. Allez, d'autres chiffres pour se mettre dans l'ambiance. Le coût moyen d'une cyberattaque en France, cette année, et il y a une quinzaine de cyberattaques de ce type par semaine, d'après l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, ça vous coûte par cyberattaque en moyenne 773 000 €. Les PME, parfois, ne peuvent pas payer. Et je ne parle pas de Saint-Gobain, je ne sais pas si je vous décrirai l'attaque de NotPetya, ça leur a coûté à eux 80 millions €. Un petit virus. Supposez une panne complète de l'Internet en Europe. D'ailleurs, ce n'est pas possible. C'est arrivé au niveau de l'Estonie, c'est arrivé au niveau de certains pays d'Afrique. Une panne totale de l'Internet, alors plus de transactions, plus d'électricité, plus de transport, plus de transactions financières. Pour essayer de récupérer l'état initial, on l'a chiffré à 250 milliards $. Vous voyez que ce n'est pas rien. Allez, le coût annuel du cybercrime. Vous avez une idée? 100 millions €, 500 millions €, 1 milliard d'euros. En 2020, 3 000 milliards €. C'est une plaie qui nous guette tous, que ce soit les grands comptes, les administrations ou les PME. Aujourd'hui, c'est environ 600 milliards € cette année. Et ça ne fait qu'exploser. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pour vous faire peur, c'est le Forum économique de Davos. On n'arrive pas à le croire, mais c'est une plaie avec laquelle il faut vivre. De toute manière, sans Internet, maintenant on ne vit plus. Alors nous allons voir qu'est-ce que le cyberespace. 4 attaques. On en conclura, retenez tout de suite que les menaces existent malheureusement. Les vulnérabilités existent dans la plupart des logiciels que vous utilisez. Et quand une menace se concrétise par une attaque qui prend pour cible une vulnérabilité, ça passe
et ça fait ce que ça a à faire. Ça détruit, ça chiffre vos fichiers, ça vous réclame une rançon, bon, on verra ça. Donc, il faut vivre avec, mais il faut, autant que possible, se protéger. Et ensuite, je vous parlerai de l'association CyberEdu. Alors, le cyberespace, c'est un espace comme ceux que vous connaissez, la Terre, la mer et l'air et l'espace, mais il a quelque chose de particulier, le cyberespace, c'est une création de l'être humain. Il n'y aurait pas eu d'être humain, il n'y aurait pas eu de cyberespace, évidemment. Alors nous allons le définir pour voir quels sont les facteurs, les vecteurs d'attaque. Où est-ce qu'ils attaquent? Alors le cyberespace, ce n'est pas un nuage. Hein. Retenez, ce n'est pas un nuage, bien qu'on le représente comme un cloud, mais c'est loin d'être ça. Le cyberespace, pour avoir une vraie appréhension de là où il est attaqué, c'est 3 couches. La couche physique, c'est de la filasse, hein, c'est des câbles souterrains, c'est des câbles sous-marins. Les satellites, très peu aujourd'hui, ça va trop lentement. Donc la couche des infrastructures avec les routeurs, les serveurs, etc. Ça va être attaqué. On verra un exemple sur chacune des couches et on verra un exemple multicouche, si j'ose dire, d'attaque. La couche des logiciels, les applications, les protocoles, c'est là qu'interviennent les virus. Vous voyez, il n'y a pas que cette couche-là. Évidemment, elle va être attaquée, c'est celle à laquelle on pense. Celle à laquelle on ne pense pas, ou beaucoup moins, mais la plus dangereuse, c'est la couche sémantique, la couche de la signification de l'information. On parle beaucoup de fake news, de fausses nouvelles en ce moment qui troublent les élections. La couche de la signification aussi va être attaquée. Parce que l'information, ça doit être des bits à 0 et des bits à 1, pour être un peu technique, ça a quand même un sens. Le sens de l'information va être attaqué. Et puis les attaques peuvent se produire sur les 3 couches à la fois, et on le verra avec l'exemple de ce qui est arrivé à TV5 Monde. Et évidemment, sur ces 3 couches, malheureusement, il y a le maillon le plus faible qui est assis entre votre chaise et votre clavier, l'être humain. Et lui, honnêtement, s'il n'y en avait pas, on serait beaucoup plus sûr, mais on ne serait pas là non plus. Donc, il faut aussi en tenir compte. Alors, les 3 couches. La couche physique, l'Internet, ce sont des câbles sous-marins, ce sont des serveurs, des routeurs, c'est du hard, comme on dit. Eh bien, un câble sous-marin, vous le coupez, il n'y a plus d'Internet à Montreuil, avec un câble qu'on coupe. Mais s'il n'y avait que ça, il faut aussi, sur Terre, vivre avec les écureuils, qui adorent ranger les câbles. Coupe un câble, plus d'Internet dans une ville, une région. Comme on dit, si vous voyez un jour passer un écureuil à Mac 2, la queue fumante, c'est qu'il pourrait ne pas y avoir d'Internet dans votre région très vite. Les câbles sous-marins, il y a une catégorie d'animaux qui adorent ça, ce sont les requins, qui les rongent et qui les coupent. Et je ne parle pas des sous-marins qui peuvent se poser sur les câbles sous-marins pour écouter ou pour couper. Alors un exemple, les câbles sous-marins qui relient les continents entre eux dans le cyberespace, il n'y en a pas des millions, il n'y en a pas des milliers, il y en a environ 280 pour relier les États-Unis à l'Europe, l'Europe à l'Asie, à l'Afrique, etc. Un exemple, pour relier l'Europe à l'Algérie, il y a un câble sous-marin qui part de Marseille, plage de la Joliette très exactement, et qui au large d'Annaba se sépare en 2 parties. Un câble sous-marin qui va vers Annaba, très haut débit, et une petite dérivation qui va vers Alger, mais bon, très petite. Eh bien, c'était en 2014 ou 2015, un bateau jette son ancre au large d'Annaba, l'ancre gratte le sol, accroche un câble, tire, paf, coupé. Que croyez-vous qu'il est arrivé? L'Algérie coupée de l'Internet pendant 2 semaines. Et encore un exemple, en Algérie, un câble sous-marin, vous voyez, c'est ça, mais c'est une fibre optique extrêmement fine
et très sensible, entouré de gaines en plastique, en acier, enfin. Eh bien, la plage d'Annaba, l'Algérie, grosse tempête, le cap sous-marin dénudé, érodé, là le travail, et à nouveau l'Algérie coupée de l'Internet pendant 3 semaines. Voilà, ça c'est des circonstances. Alors, je ne dis pas si je m'amène avec une pince coupante, clac, plus d'Internet non plus. Deuxième couche, on doit aller vite, hein, je pourrais vous en parler, hein, du hard, des routeurs qui sont buggés et tout. Couche des logiciels, c'est là qu'interviennent les applications, les protocoles, tous buggés. Pourquoi ils sont buggés? Parce que l'Internet est une œuvre humaine et l'homme fait des erreurs de programmation, d'où la nécessité impérieuse pour tous les développeurs d'apprendre ce qu'est la cybersécurité et le développement sécurisé. Alors là, Word, vous avez tous utilisé Word, buggé, il y a des failles critiques qui font que pendant que vous utilisez Word, on peut prendre la main à distance sur votre PC et rebondir sur votre réseau. Mais c'est pareil pour l'Internet Explorer, c'est pareil pour PowerPoint ici, par exemple. Et sur iOS, eh bien, il y a un logiciel espion Pegasus qui vous prend vos carnets d'adresses, enfin tout ce que vous avez sur votre smartphone ou sur votre tablette. Je vais vous dire, sur iOS, qui paraît être le plus sécurisé des smartphones, sur Android, c'est exactement pareil. iOS, Android, même combat, très buggé. La plupart des gens ne savent même pas qu'il y a un antivirus à mettre sur le smartphone ou la tablette, donc en danger. Et la couche de la signification. La couche de la signification, là, c'est l'information échangée, elle va être attaquée. Je vous donne un exemple. La bourse de Wall Street. Il faut savoir que les ordinateurs à Wall Street et dans les grandes salles de marché, les ordinateurs, enfin les transactions se font à quelques dizaines de millisecondes près. Ce n'est pas un être humain qui va acheter et vendre des actions à 1 milliseconde. Ce sont des ordinateurs. Ça s'appelle très exactement le HFT, le High Frequency Trading. Eh bien, ces ordinateurs achètent ou vendent suivant les tendances du marché, bien entendu. Et comment savent-ils quelles sont les tendances du marché? Parce qu'ils sont reliés à des agences de presse qui, à la seconde près, analysent ce qui arrive dans le monde. Associated Press, un jour, à 13 h, annonce « Double explosion à la Maison-Blanche, Barack Obama grièvement blessé ». Ah, devant cette information qui tombe à Wall Street, les ordinateurs vendent tout et n'achètent plus rien. C'était une fake news, une nouvelle fausse. Mais que croyez-vous qu'il arriva? En 2 minutes, la bourse de New York perd 145 points, c'est-à-dire 136 milliards de dollars. Alors tout de suite, Barack Obama, le correspondant à la Maison-Blanche de Associated Press, arrive en disant « Mais attendez, s'il n'y a pas eu de bruit, s'il y a eu des explosions, on l'aurait entendu, c'est pas vrai, n'empêche, le mal était fait. » Une attaque sur la véracité de l'information, et ça arrive de plus en plus, ça trouble les élections, et ça peut même déclencher une guerre mondiale. Voilà, alors, attaque maintenant sur les 3 couches à la fois. Ce qui est arrivé à TV5 Monde, bon, c'est bien parce que c'est mon ancien employeur Airbus qui est intervenu là-dessus, donc on en sait un peu plus. Et puis c'est de notre... Enfin, je vous dis que ce qu'on peut dire, hein, évidemment. TV5 Monde, c'est la culture française amenée dans tous les pays du monde, avec 200 pays, 290 000 foyers qui regardent des émissions en français et qui, au fin fond de la forêt amazonienne ou au pôle sud, ont accès à la culture française. Vous voyez le vecteur culturel important. Eh bien, bon, ça on le tient du patron de TV5 Monde, Yves Bigot, qui nous racontait exactement comment ça s'est passé.
Un soir, il était dans un rendez-vous, dans un restaurant, avec de gros clients qui voulaient leur confier leur budget de publicité. Ils vivent de ça, hein, évidemment, comme toutes les chaînes. Et il reçoit un coup de fil. Il décroche. Attendez, ne me dérangez pas. En ce moment, je suis avec des clients. Je vous ai dit que je n'étais pas joignable. Mais, monsieur le directeur, il y a un problème. Bon, ben, ça peut attendre demain. Non, monsieur le directeur, ça ne peut pas attendre demain, c'est vraiment très grave. C'est quoi votre problème? Plus de signal. Quel signal? Le signal. Attendez, vous n'allez pas me dire le signal de télévision? Oui, monsieur le directeur. Tous nos écrans sont noirs. Attendez, mais c'est hyper grave. Ben, c'est ce que je vous disais, monsieur le directeur, mais le problème, c'est qu'il y a encore plus grave. Plus grave que notre télévision qui n'émet plus. Oui, monsieur le directeur. Notre compte Facebook, notre compte Twitter, notre compte LinkedIn, est-ce que vous voulez? Et alors quoi? Il ne marche plus? Si c'était ça, monsieur le directeur, il fait de la propagande pour le djihad. Vous plaisantez? Non, non, monsieur le directeur, notre télé ne marche plus et on fait de la propagande pour le djihad. Ça, c'est le compte normal de TV5 Monde, hein. Le compte donc web. Eh bien, c'était ceci. Cybercalifate, des photos d'égorgement. Monsieur le directeur, il y a encore pire. Attendez, quoi encore? C'est que notre compte Facebook, eh bien, il y a la liste des soldats français qui se battent au Mali, la liste des adresses avec égorger leurs femmes et leurs enfants, ils égorgent les nôtres. Voilà, TV5 Monde émettait ça. C'est hyper grave, hein. Bon, ça c'est le compte Facebook, je crois. Et donc, bien sûr, tout de suite, nous nous excusons pour l'absence momentanée de nos réseaux sociaux. Bon, d'accord, la télé en noir. Et ils ont passé une nuit vraiment à tout refaire et tout, avec l'aide de l'ANSSI, avec l'aide de mon ancien employeur. Et finalement, ils s'en sont sortis, après 8 heures d'interruption. Ils ont essayé, ils sont un peu parvenus à rétablir. Et tout de même, pendant plusieurs mois, pendant 3 mois, les journalistes de TV5 Monde n'avaient plus droit à l'Internet. Alors pour travailler, pour un journaliste, difficile. Ils ont refait tout leur PC, ils ont refait leur serveur, ça leur a coûté 4,6 millions de dollars. Et maintenant, ils sont cyberassurés. La cyberassurance, c'est une grosse partie de la cybersécurité. Et ça leur a coûté 3,1 millions de dollars pour 2016 et 2005 millions de dollars par an à partir de 2017. Vous voyez que ce n'est pas anodin, hein? Et pourquoi ça? Comment ça a commencé? Quel était le patient zéro, comme on dit? Quelques journalistes ont reçu un mail dans le genre ouvrez le fichier PDF, c'est votre directeur qui vous parle. 3 ou 4 ont cliqué, le PDF était infecté, le virus a sauté sur leur système d'information et s'est attaqué à leurs réseaux sociaux. Et puis il a découvert, alors là c'est la plus grande bêtise qu'on pouvait faire, que le système industriel de TV5 Monde était lié au système bureautique. Et donc le virus est passé par les systèmes bureautiques et les a attaqués avec les multiplexeurs, les diffuseurs du signal, etc. Écran noir. Tout ça parce que 3 ou 4 journalistes ont cliqué sur un fichier PDF. Alors retenez de tout ça un petit clic, une grosse claque. Alors qui avait fait ça? Oui, qui avait fait ça? Ben, c'était signé, hein, c'était le Front islamique, IS, Islamic State. Eh bien, il y a eu des enquêtes très fines, et ce n'était absolument pas le Front islamique. C'était les Russes. C'était les Russes qui n'avaient pas été contents qu'on ait vendu des transports de troupes, des bateaux qu'on leur avait vendus, on les a retirés parce qu'on n'était pas content avec ce qu'ils faisaient en Ukraine pour les vendre à l'Égypte.
Donc, a priori, ils s'en vantent, mais pas directement. Les Russes, ils font jamais ça, ils ne sont pas idiots. Par l'intermédiaire d'une mafia composée de Russes, le groupe APT-28, qui a attaqué et détruit. Retenez que l'attribution d'une cyberattaque est quelque chose de pratiquement impossible. Donc, c'est hyper dangereux. On vit dans un monde dingue. Voilà. Alors, de mes 15 ou 20 attaques différentes, j'en ai sélectionné 4 pour vous, hein, puisqu'on m'a expliqué qui vous étiez. Mais enfin, il y en a beaucoup plus. Hein, mais j'en ai 4 pour laisser de la place raisonnable aux questions-réponses. Les virus et les vers, le vol des identités, ah, ça y va en ce moment. Le phishing, vous avez entendu parler du phishing ou vous découvrez en général? C'est bien avec un PH, hein, comme Fricker et phishing. Et la fraude au président, qui était spécialement franco-française, mais qui, depuis quelques mois, atteint le monde entier. Et ça, vous pourriez être directement confronté à cette fraude. Allez, les virus et les vers. Petit aparté, vous voyez la différence entre un virus et un ver? Un virus et un worm. Le virus, vous avez un programme exécutable. Le virus se colle derrière ou devant le programme, ou au milieu, et quand vous recevez un exécutable, si vous ne cliquez pas, il ne se passe rien. Si vous cliquez, le virus s'écarte du programme et agit, déclenche sa charge létale, comme on dit. Le virus ne se duplique pas. Il faut que vous envoyiez la pièce, l'exécutable, à vos camarades, qui pourraient ne pas rester vos amis, et que vos camarades cliquent aussi. Alors, tant que c'était des virus, bon, il suffisait de ne pas cliquer. Avec votre antivirus, il enlevait le virus, et puis le programme était clean, sans le virus. Les vers, c'est autre chose. Les vers, l'exécutable, c'est eux. Ils ont besoin de rien pour venir chez vous. Ils passent par le réseau, ils passent à travers une faille de vos logiciels et ils vous infectent et ils déchargent leur charge létale et par votre réseau local, ils se répandent sur tous les PC de l'entreprise. Donc les virus, c'est du has-been. Maintenant, malheureusement, la nouvelle race de virus, c'est les vers. Et les vers, la plupart ne sont pas là pour vous détruire, parce que bon, à moins qu'on vous veuille du mal, à moins qu'on se dise la FPA terminée, on ne veut plus, on détruit tout. En général, les virus sont des chevaux de Troie, ils restent chez vous, ils écoutent tout ce que vous faites et ils l'envoient aux pirates. Bien alors, il y a 2 virus qui ont fait la une en 2017, WannaCry et NotPetya. WannaCry, vous bootiez votre PC, puis à un moment, bling, cet écran s'amène. Coucou, vous voyez, vos fichiers sont indisponibles. C'est normal, je les ai chiffrés. Et si vous voulez retrouver la disponibilité de vos fichiers, vous m'achetez la clé de déchiffrement 300 € en bitcoins. Je ne laisse pas de traces. Ça a infecté beaucoup d'entreprises. Donc début 2017, en mai 2017 je crois, quelques exemples. Les hôpitaux britanniques, une grande partie des hôpitaux ont dû fermer, tout était chiffré, il n'y avait plus de dossiers patients. Le service FedEx, le système bancaire russe, les universités chinoises, beaucoup de fichiers chiffrés indisponibles. Alors revenons à la France, Renault a fermé plusieurs usines pendant au moins une semaine, parce qu'ils n'avaient plus de fichiers. Ils étaient tous chiffrés. WannaCry, il se trouve que, alors j'ouvre une parenthèse un peu technique, quelqu'un, un Anglais, en regardant le code, a trouvé que le virus, avant de chiffrer, regardait s'il existait un certain serveur web dans le monde. S'il le trouvait, il l'arrêtait. Le serveur n'existait pas, mais l'Anglais l'a créé, et donc ça a arrêté WannaCry. Ça, c'est une chance. WannaCry, c'était un cryptovirus dont le but était de vous faire payer une rançon. Et ça leur a rapporté
des millions, des dizaines de millions d'euros ou de roubles. Je ne vous dis pas qui a fait ça, hein, on ne sait pas vraiment, mais enfin, je pense que c'était plutôt des roubles. Et un mois après arrive NotPetya, même chose, ransomware. Il chiffre vos données et il vous demande 300 € en bitcoins pour avoir la clé. Mais ça c'était encore pire, parce que pendant que vous réfléchissiez s'il fallait payer ou pas, ce n'était pas le but de chiffrer vos fichiers, le but c'était de les détruire. Alors pendant que vous réfléchissez, je paye pas pour récupérer mes fichiers, les virus étaient détruits. Ça, on sait que ce sont les Russes qui s'en sont pris aux Ukrainiens. Pour vous dire, c'était un logiciel obligatoire de comptabilité pour payer ses impôts pour les boîtes ukrainiennes ou pour les filiales en dehors de l'Ukraine de boîtes ukrainiennes qui étaient forcés d'avoir ce logiciel. Et bien ce logiciel, les Russes l'avaient buggé et avaient mis un virus. Alors le virus, il a débordé les frontières de l'Ukraine, il est allé un peu partout, y compris en Russie, hein. Y compris en France, chez Saint-Gobain. Ils ont perdu, comme je vous ai dit, 80 millions d'euros. Impossible, production arrêtée pendant un certain temps. Et donc 250 millions d'euros en moins dans leur chiffre d'affaires 2017. Vous voyez, c'est pas, bon, j'ai pas de chance, j'ai un virus, il faut que je réinstalle le système. C'était au niveau d'une région, d'un pays, d'une économie, on ne peut plus rien faire. Allez, on change maintenant, après les virus, le vol des identités. L'identité numérique, c'est quelque chose qui se monnaie, est très cher sur le web. Bon, une identité, votre identité, madame, j'estime ça à 10 €, surtout s'il y a la carte bleue avec. Mais 1 million d'identités, multiplié par 10 €, ça fait 10 millions d'euros. Donc, très lucratif, vous y tenez à votre identité, les hackers également, ça se commercialise très bien dans les marchés noirs de la cybersécurité, ce qu'on appelle le darknet. Alors quelques exemples. Target, le grand magasin aux États-Unis, équivalent à 10 fois Carrefour, si vous voulez une idée, eh bien, ils se sont fait voler 110 millions de comptes clients. Ça marche comme beaucoup à la FNAC, des clubs de clients qui rentrent leurs coordonnées, leurs cartes bleues et tout, et après c'est plus facile d'acheter. Hop, partez dans la nature. Que croyez-vous qu'il arriva? Il y a eu des class action, les clients qui se mettent en groupe pour attaquer, évidemment, Target. Le président de Target s'est fait virer. Il s'est dit, mais moi je ne savais pas, je ne suis pas dans ces détails. Non, il n'est peut-être pas dans ces détails, mais il s'est fait virer, ainsi que la moitié du conseil d'administration. Ça, c'est l'argument que je lance pour inciter un patron à faire un peu plus dans la cybersécurité, du moins quand je travaillais chez Airbus. Hein. Et là, ça... Orange, notre exemple. Orange, en 2014, a fait une promotion de ses box, ou je ne sais plus, et leurs données de 1,3 million de clients ont été volées, peut-être les vôtres. Et Orange a dit, attendez, moi, j'ai sous-traité ma campagne marketing à une société de marketing, de communication, extrêmement sécurisée, validée par l'ANSSI, validée par tout ce que vous voulez. Donc moi, je ne suis pas coupable. Mais, malheureusement, pour Orange, cette société a resous-traité à une société qui n'était pas du tout sécurisée et qui s'est fait voler la base client et prospect d'Orange. Alors Orange a dit, oui, mais attends, moi, j'y peux rien. Négatif. C'est pas parce que vous sous-traitez que vous n'êtes pas coupable de ce qui arrive aux données que vous avez sous-traitées. Et avec le RGPD, vous avez entendu parler du RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui va être en vigueur le 25 mai 2018, donc bientôt. Les amendes que vous encourez, c'est plus quelques centaines de milliers d'euros qui font rire Google ou Facebook, c'est 20 millions jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% de votre chiffre annuel consolidé mondial de l'année passée. Pour Google, ça fera plusieurs milliards. Hein. Là, on ne rigole plus.
et ça arrive le 25 mai 2018 et ça s'appelle le RGPD, Règlement Général pour la protection des données personnelles. Vous allez dire c'est la CNIL qui donne le coup près, mais le but de la CNIL c'est pas de vous taxer, le but c'est de protéger vos données personnelles. C'est bien ça, pour le citoyen. Pour les sociétés qui le laissent fuiter, beaucoup moins bien. Bon alors, OPM, ça, c'est la boîte la plus sécurisée qu'on pourrait rêver, c'est l'Office des fonctionnaires américains qui travaillent pour la défense, hein, très sécurisé. Eh bien, ils se sont fait voler aussi 4 millions de comptes. Alors là, avec nom, prénom, orientation sexuelle, religion, tendance, etc., syndicale et autres, alors là, vraiment, ils sont mal. Et les fonctionnaires, ils ne sont pas contents. Alors maintenant, si vous ne vous sentez pas concerné, Teddy Bear et Hello Kitty, dans des clubs d'enfants qui s'échangent des messages, des photos et tout, volés, retrouvés dans les marchés noirs de la cybersécurité et vendus. Eh bien ça sert aux pédophiles, pour les enfants. Hein, c'est... bon, oui. Donc ils ont les photos des enfants, l'âge, les adresses, tout quoi. Donc on rigole pas. Bon, Yahoo s'est fait voler 1 milliard d'identités et autres, Equifax, et le RGPD entre en vigueur, et alors là, vos données personnelles seront protégées, mais celles de votre entreprise, si vous les laissez fuiter, 4 millions d'euros, ou 20 millions d'euros, ou 4% de votre chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire que vous n'en sortez plus, quoi. Donc les données personnelles, c'est quelque chose à sauvegarder et on aborde le phishing. Ça s'écrit bien comme ça, hein, pas avec un F. C'est la contraction du mot freaker. C'était ce qui arrivait quand les centraux analogiques, téléphoniques étaient analogiques à s'insérer dans les centraux téléphoniques en imitant la tonalité, le ré, et téléphoner à l'œil. Les freakers. Et le phishing, c'est la pêche aux crétins, et vous, moi, on est tous des crétins et ça marche très bien. Alors, comment c'est le phishing? Il y a 3 impostures. 1, vous recevez un mail. Moi, j'en reçois très souvent, ça me fait rigoler, j'en fais des slides. Mais donc, vous recevez un mail. Ici, Orange, on a pris 2 fois votre paiement ce mois-ci. On s'excuse, on va vous rembourser. Cliquez. Couleur d'orange, logo d'orange, style d'orange. Ce n'est pas Orange, mais ça, vous n'en savez pas. Vous n'en savez rien. C'était orange.com plutôt qu'orange.fr ou orange avec un E, vous n'avez pas vu. Alors vous, pour l'appât du gain, pour vous faire rembourser, parce que vous trouvez que c'est dégueulasse, les 110 € qui vous ont pris, vous cliquez. Bon, suivi de remboursement. Alors le conseil, vous laissez sans cliquer votre curseur sur l'hyperlien et ça vous dit vraiment où vous allez aller. Alors si c'est 253.28.12.14/TMP/, là vous êtes sûr que c'est du phishing. Ça devrait être www.orange.fr. Bon. Donc, vous cliquez, vous tombez sur le web d'Orange qui ressemble à Orange, etc. C'est pas le web d'Orange, et vous rentrez votre numéro de carte bancaire, Visa, votre numéro de compte, la date d'expiration, tournez la carte, mettez les 3 chiffres derrière, et puis il y en a même qui vous demandent votre PIN code, hein, tant qu'on y est. Et donc, vous avez rentré, clic, merci monsieur, on vous rembourse dans les 15 jours. Non seulement vous n'allez pas être remboursé évidemment, mais maintenant votre compte va être dépossédé de 15 € par-ci, 13,28 € par-là, semaine après semaine, ça peut durer des années. Jamais de grosses sommes, sinon ça vous donnerait la puce à l'oreille, des toutes petites sommes. Si vous aviez des outils forensiques comme on a la gendarmerie ou autre, vous auriez vu tout de suite que pour ce mail-là, ça venait de Maroc Télécom, alors pour rembourser Orange c'est un peu bizarre, à Casablanca, enfin vous avez tout. Vous voyez que je ne suis pas en train de vous dire il y a une manière facile de gagner de l'argent, donc faites pareil parce que vous pourriez vous faire coincer facile avec des outils dits de forensique, d'investigation.
Bon, donc ensuite, on a tout sur vos coordonnées, on va les exploiter. Question, comment? Pour ceux qui connaissent le phishing, le phénomène, là vous allez peut-être en prendre quelque chose. Alors, vous avez les victimes et vous avez le prédateur. Le prédateur connaît le compte en banque des victimes, tout, et donc il peut vider le compte des victimes sur son compte. Et il se retrouve en tôle parce que ceux qui font ça, ils ne sont pas au courant qu'il ne faut pas prendre la gendarmerie ou d'autres pour des imbéciles. Ils sont repérés tout de suite. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'ils font. Comment font-ils? Apparaît un nouveau personnage appelé la mule, ou agent de transfert de fonds dans le langage technique. Ce sont des étudiants dans un forum de grande école, dans des événements de la FPA ou de Pôle emploi, je ne sais pas. Bon, donc la personne sort de Pôle emploi, l'air complètement déconfite, et il rencontre quelqu'un bien mis dans le trottoir qui leur dit « Vous avez des problèmes ?» Le mec, vous ne trouvez pas de boulot, forcément il sort de Pôle emploi. Hein. Ben ouais, tout le monde est comme vous, il n'y a plus de boulot en France. Qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre monsieur? Et il y a longtemps que vous êtes au chômage. Ben ça fait plus de 2 ans, là je suis en fin d'emploi, ben, en fin de droit. Mais comment vous allez faire? Ben je me fous dans la Seine, j'y vais direct. Non! Moi je vais vous présenter un boulot très simple. Vous êtes honnête? Ben oui. Vous avez un compte en banque? Oui. Vous avez un smartphone ou un compte internet ou quelque chose qu'on peut vous contenter? Oui. C'est parfait. Voilà, je vous explique. Moi, je suis un constructeur de tracteurs ukrainien. Je vends des tracteurs dans le monde entier. Le problème, c'est que les paysans, ils sont comme vous, ils n'ont pas d'argent. Alors moi, je leur permets de me payer de toutes petites sommes, mais pendant 30 ans. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants, bon, enfin. Et donc, c'est comme ça que je peux vendre mes tracteurs. Le problème, c'est que pour sortir de l'argent de France, pour le convertir en roubles, c'est difficile. Alors, si vous me prêtez votre compte en banque, vous aurez beaucoup de petites sommes qui vont s'ajouter à votre compte en banque. Et le vendredi, à 14 h, je vous donne la somme de ces petites sommes. Et vous allez à votre agence bancaire, vous tirez cette somme, moins 10%, c'est votre commission. Et vous m'envoyez le reste par mandat carte international, ça laisse peu de traces, ou par Western Union, c'est presque fait pour ça, si j'ose dire, à telle adresse. Et voilà, les mules vont recevoir de partout dans le monde des toutes petites sommes et les envoyer aux prédateurs. Et quand la pompe est amorcée, ça fait des millions de roubles, si j'ose dire, ou d'euros qui tombent dans le compte du prédateur. Et il y a des mafias très structurées, alors des prédateurs russes ou autres, hein, bien sûr. Alors il y a quand même le modèle économique semble parfait, eux ils ne s'aperçoivent pas tellement les sommes sont petites que ça disparaît. Les mules elles ont le droit de recevoir dans leur compte en banque et de tirer ce qu'elles ont et d'envoyer ce qu'elles veulent où elles veulent. Et le prédateur il a le droit de recevoir ce qu'on lui envoie. Bon alors rapidement, pour arriver à la conclusion de ça, le banquier n'est pas un imbécile. Quand il voit qu'une mule, enfin qu'un de ses clients reçoit des toutes petites sommes et il en tire une partie, il se dit c'est une mule. Donc il n'utilise pas son compte en banque en bon père de famille, comme il a signé, et donc interdit bancaire. S'il y a plainte à la gendarmerie, s'il y a plainte, la mule se doit de rembourser les sommes, alors elle ne peut pas puisqu'elle ne sait pas qui lui a donné, sinon en prison pour recel. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que Internet c'est un cyberespace merveilleux, mais il n'y a pas de miracle, c'est un espace comme un autre. Si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est faux. Alors il y a quelques mules en prison, hein. Alors voilà, ça c'est une tentative de phishing comme une autre que j'ai reçue très récemment. 190 €, 95 de remboursement, Amélie, etc. À un moment, alors pour si c'est Amélie, pourquoi c'est remboursement.amélie.fr, bon ça allait, mais je laisse le curseur ici, ça va me dire, toto.tata.titi/tmp, enfin pas du tout ça. Il y a quelques fautes d'orthographe. Je ne pense pas que la sécurité sociale les aurait faites. Tentative de phishing supprimée. Enfin, moi j'en fais des slides, hein. Mais vous lisez même pas, vous supprimez.
Voilà, donc, vous voyez, le curseur ici, ça vous donne http://amctub-id.com. Ça ne ressemble pas vraiment à Amélie, c'est l'adresse du site du prédateur. La fraude au président, typiquement français. Madame, vous êtes comptable. Je suis votre président, ma chère madame, et je suis en train de traiter une affaire très importante avec le Mexique. Une affaire extrêmement touchy qui doit demander la confidentialité la plus totale. Alors, j'ai entendu que du bien de vous. Vous dites, mais monsieur le président, vous êtes vraiment le président, vous me connaissiez? Oui, bien sûr, je vous connais. Toutes vos camarades disent le plus grand bien de vous et surtout de votre discrétion. N'en parlez pas à votre responsable hiérarchique, parce que celle-là, elle parle trop, je vais la virer et je pense à vous pour la remplacer. Mais on doit verser une somme de 300 000 € au Mexique avant 17 heures. Si vous en parlez, ça fait capoter l'affaire. Mais monsieur le président, je n'ai pas la signature, je vous la donne, je vous la confirme par mail, je vous la confirme par fax. Et le fax vous arrive, le mail vous arrive, signé du président. Vous faites quoi? Vous hésitez. Vous hésitez parce que vous êtes ici. Eh bien, vous avez bien fait d'hésiter parce que le président n'a rien à voir là-dedans. Et il sera très étonné parce que le président est peut-être en vacances, enfin bref. C'est bien sûr à midi quand vous sortez déjeuner ou à 18 h le vendredi quand vous partez en week-end. Hein. Donc vous payez et la somme, vous ne la reverrez plus. Voilà, ça s'appelle la fraude au président. Attaque sur l'information et sur le bonhomme qui est le maillon faible. Donc, vous allez dire ça ne marchera jamais. Vous croyez, le géant vert, 17 millions d'euros. KPMG, une boîte qui fait de la sécurité, 7,6 millions d'euros, ils se sont fait taxer. Michelin, 2,6 millions d'euros. Le palais de l'Élysée. Madame, vous êtes secrétaire du palais de l'Élysée, vous avez vu les remboursements chez Air France, on ne les paye plus depuis 2 ans. Ça commence à râler sec côté fonctionnaire, alors on va les payer, mais pour ça on va faire une provision en Belgique de 2 millions, très exactement 2 millions d'euros. Que vous allez faire tout de suite, hein. Je vous rappelle, je suis le secrétaire général de l'Élysée, faites-le, ben, ça c'est fait. Fraude au président. Voilà, en 2015, ça a rapporté 350 millions d'euros, et en 2018, sûrement beaucoup plus. Donc, il faut vivre avec les menaces. Elles sont là, il faut vivre avec les attaques, mais ça ne vous empêche pas d'essayer de diminuer le risque en vous protégeant. Alors, quelques conseils. Que vous soyez sur Windows, sur Mac ou sur Linux, c'est pareil, vous êtes menacé. Et pas dire dans le Mac il n'y a jamais de virus, hein, tu parles. Complètement faux. D'autant plus que le Mac ça coûte plus cher que les PC, donc ceux qui ont des Mac ils ont parfois plus les moyens, donc ils sont beaucoup plus intéressants. Que vous soyez sur Android, sous iOS, sur RimOS, que le système du BlackBerry, vous êtes en danger. Que vous utilisez l'Internet Explorer, Android, Google, etc., Opera sur Mac, votre navigateur, quand vous l'ouvrez, vous êtes en danger. On peut prendre la main sur votre PC pendant que vous surfez sur le net. Donc, il n'y a aucun échappatoire. Vous êtes menacé, quoi que vous ayez pour atteindre l'information. Les clés USB, alors là, si je voulais tous vous infecter, si je voulais infecter la FPA, je laisse 2-3 clés USB, il y a bien quelqu'un qui va les ramasser, les mettre sur son PC, et moi je leur injecte 2000 virus. Voilà, donc une clé USB que vous ramassez par terre, que vous ne connaissez pas et que vous branchez sur votre PC, c'est équivalent à une grenade que vous ramassez par terre, que vous découpillez, et vous dites ça saute ou ça saute pas. Bon. Voilà, donc les clés USB, danger. Un des plus graves dangers d'ailleurs. Les réseaux sociaux, alors là n'en parlons pas. Tout ce que vous ne diriez pas à quelqu'un qui vous aborde dans la rue, madame, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il y a vraiment des méchants qui regardent. Le pouvoir des algorithmes.
Alors là, les algorithmes, les programmes qui essaient de connaître vos personnalités vous entourent, vous espionnent, vous pressurisent. Google sait ce que vous pensez. À la limite, il vous donne la réponse avant que vous posiez la question. Facebook sait mieux que vous qui vous êtes. Amazon sait ce que vous allez acheter. Netflix sait ce que vous voulez voir à la télé ou les films. Et les algorithmes de la finance, ils savent exactement ce que vous possédez, ce que vous avez possédé, ce que vous posséderez. Donc là non plus, on vit dans un monde d'algorithmes qui ne sont pas toujours des copains. Donc retenez, un petit clic, une grosse claque. Ça marche bien avec les jeunes. Alors quelques livres que je vous conseille. L'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qu'a créé l'association CyberEdu, qui dépend du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui dépend du Premier ministre, édite des revues fort intéressantes sur son site ici, ssc.gouv.fr. Guide des bonnes pratiques, bon, une clé USB, avoir au moins un antivirus à jour, faire les derniers patchs, le guide d'hygiène informatique, le passeport de conseil aux voyageurs gratuit, vous téléchargez. Sur ce même site, il y a ce qu'on appelle la mallette CyberEdu, dont on va parler, où il y en a pour 24 heures ininterrompues de cours sur la cybersécurité, cybercriminalité. Enfin, ininterrompues, vous en avez pour 24 heures de cours, gratuitement téléchargeables, des dizaines et des dizaines de PDF, PPT, quiz, etc. Allez-y. La mallette CyberEdu que vous avez à partir du web CyberEdu. Alors, par exemple, le guide des bonnes pratiques, vous avez 12 bonnes pratiques qui font que vous réduisez de 80% vos risques. 81, les 20, vous n'y coupez pas, mais 80. Donc autant, dans une entreprise, obéir à ça. Si vous êtes au courant d'un problème, portez plainte. Sinon, les chemins de la cybercriminalité restent pavés de pétales de rose pour les cyberprédateurs. Donc vous avez ce site-là. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, il y a le web qui s'appelle acyma.fr, A-C-Y-M-A, qui vous donne dans votre région un expert sécurité, payant cette fois-ci bien sûr, qui peut vous aider. Ben voilà, tiens, Acyma. C'est cybermalveillance.gouv.fr. Donc vous voyez que l'État fait beaucoup pour que les citoyens ne restent pas des pommes. Et l'association CyberEdu aussi. Donc cette association, j'ai presque fini là, que j'ai le plaisir de présider, c'est une création de l'Agence nationale pour la sécurité de l'information, des systèmes d'information, qui dépend du Premier ministre, et qui a pour but, en fait, le livre blanc de la Défense nationale a dit les programmeurs sortent de Bac+3, Bac+5 sans jamais avoir entendu parler de cybersécurité. Mais on va dans le mur, il faut que ça change. Et donc création de l'ANSSI pour que ça change. Le but de l'ANSSI, c'est de former les formateurs pour qu'ils incluent des modules de cybersécurité dans tous leurs cours. Que ce soit au début des cours d'informatique, mais nous on l'a étendu aux cours de droit, de médecine, enfin tous les cours. Bac+3, Bac+5, on regarde pour les IUT maintenant. Donc l'association CyberEdu est née en 2013 du livre blanc, etc. Ça c'était l'ANSSI pour l'instant. En mai 2016, on est devenu indépendant de l'ANSSI et donc on a un matériel pédagogique que vous pourrez télécharger, des quiz et tout, sur le web très long que vous avez là-bas en bas. Et en octobre 2017, nous avons, l'association CyberEdu a créé une convention avec l'AFPA pour former un minimum de modules de sécurité, eh bien, les formateurs de l'AFPA.
pour qu'ils puissent inclure ça dans leurs cours. Et en plus, nous aidons l'AFPA dans la définition de plusieurs modules niveau 4, 3, 2. Par exemple, 2, c'est administrateur de base de données sécurisée. 3, c'est technicien, sécurité, système et réseau, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai eu le plaisir de serrer la main à... Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas retenu. Je ne suis pas de la FPA, je ne peux pas tout savoir. Hein. Et je termine, avant les questions, par un proverbe chinois qui dit « Les tuiles qui protègent de la pluie ont toutes été posées par beau temps ». C'est maintenant que votre système d'information fonctionne, ronronne et vous fait plaisir qu'il faut faire attention. Parce que quand il est trop tard, quand il commence à pleuvoir et que vous n'avez pas sécurisé, c'est fichu. Dans mon cours cybersécurité, je termine par un proverbe qui ne défend pas ses données, mérite de les perdre.